1921 du Code de l'éducation. Vous voyez, ce qui veut dire qu'en France, les collèges et les lycées et les établissements d'éducation spéciale sont locaux d'enseignement. La première conséquence, c'est qu'ils sont dotés d'une autonomie administrative et pédagogique. C'est-à-dire qu'il y a un responsable administratif qui est investi de ce qu'on appelle de la prérogative de puissance publique. C'est-à-dire qu'il hérite de l'État des pouvoirs qui nous permettent de faire fonctionner son établissement. Par exemple, il peut prendre des arrêtés, et si effectivement la structure, des actes administratifs unilatéraux. Hein, quelqu'un qui avait posé la fois passée une question relative aux actes administratifs unilatéraux. Un chef d'établissement en France peut prendre un arrêté, qui est un acte administratif unilatéral, qui crée des droits et des obligations. Un arrêté qui accorde une prime, un arrêté qui affecte le personnel, un arrêté qui supprime des avantages, un arrêté qui sanctionne, etc. Donc, ça crée des droits, des obligations, mais également crée des contraintes. C'est ça, un acte administratif unilatéral. Donc, quelqu'un qui prend un acte administratif unilatéral, ça veut dire que lui, il est doté de pouvoir réglementaire. Le pouvoir réglementaire issu du président de la République, il est hérité par le Premier ministre et qui en fait bénéficier tous les autres membres de l'administration, en tout cas, qui exercent certaines missions. Par exemple, les ministres ont un pouvoir réglementaire. Les directeurs d'établissements publics ont des pouvoirs réglementaires. Ils peuvent prendre des arrêtés. Donc, la première conséquence, c'est que le chef d'établissement est doté d'une autonomie administrative et pédagogique. La structure est dotée d'une autonomie administrative et pédagogique. Cette loi a notamment prévu une double qualité pour le chef d'établissement. Le proviseur, le censeur, le principal. Le proviseur, le principal, j'allais dire. Il représente l'État, donc il est doté de pouvoir réglementaire. Et il est l'autorité exécutive du conseil d'administration de l'EPLE. Donc, c'est un établissement public qui a des organes. Et l'organe suprême qui définit l'orientation stratégique, qui contrôle l'exécution des décisions, des délibérations, c'est le conseil d'administration. Et ce conseil d'administration est dirigé par le chef d'établissement. Donc, l'organe exécutif de l'EPLE, le chef d'établissement, il peut être le proviseur, il peut être le principal, s'il s'agit d'un collège ou d'un lycée. Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement. C'est-à-dire qu'il gère un budget. Il prépare les travaux du conseil d'administration et notamment le projet de budget. C'est-à-dire qu'il élabore son projet de budget et il présente son budget devant le conseil d'administration. Il demande au conseil d'administration de voter le budget selon les orientations que celui-ci aura définies. Après lui, il procède à l'exécution de ce budget. Il exécute les délibérations du conseil d'administration et notamment le budget adopté par le conseil. C'est le troisième point dont j'ai parlé tout à l'heure. Donc, il en assume la responsabilité, il assume la responsabilité de la gestion du budget, même s'il est conseiller et secondaire dans ce domaine par l'adjoint gestionnaire. Il a un adjoint gestionnaire qui l'aide principalement à traduire techniquement, si vous voulez, sa politique. Il apporte son expertise, notamment en traduisant techniquement, par des domaines et activités pertinentes, la politique du chef d'établissement. Donc, même s'il est aidé d'un adjoint qui l'aide techniquement, lui, il assume la responsabilité de la gestion budgétaire. Il est un ordonnateur. J'espère que vous connaissez la responsabilité de l'ordonnateur. L'ordonnateur d'un budget, c'est lui, n'est-ce pas, qui est désigné par la loi. C'est lui qui est désigné par la loi pour exécuter, pour procéder à l'exécution du budget et en être responsable devant les juridictions. C'est-à-dire que c'est lui seul qui peut juger de l'opportunité de la dépense. Il n'appartient même pas à la Cour des comptes, il n'appartient à personne, même à la Cour des comptes, de juger de l'opportunité d'une dépense. Par exemple, la Cour des comptes, si elle contrôle un ordonnateur, peut juger de la régularité de la dépense. Est-ce que la dépense a été bien exécutée?
si la dépense a donné lieu à une procédure de marché public, est-ce que les règles de marché public ont été respectées? Est-ce que les contrats ont été dûment signés? Est-ce que les factures ont été clairement présentées? Est-ce que les factures ont été bien liquidées? Est-ce que le marché a fait l'objet d'une livraison? Elle vérifie les livrables. Est-ce que toutes les pièces de dépenses sont présentées dans le mandat, dans la procédure? Est-ce que la dépense est effective? La Cour des comptes peut contrôler tout ça, mais elle ne peut pas juger de l'opportunité de la dépense. La loi donne seul à l'ordonnateur la faculté de juger de l'opportunité de la dépense. Mais, parallèlement, l'ordonnateur, il répond de l'efficacité de la dépense publique. S'il commet l'erreur de juger que telle dépense est opportune, en fait, et en procède à l'exécution, la Cour des comptes peut valablement vérifier l'efficacité de cette dépense. Quel est le résultat auquel a donné lieu cette dépense jugée opportune par l'ordonnateur. Ensuite, avec le comptable, il répond devant les juridictions. Le comptable, lui, il répond directement devant la Cour des comptes. Il répond devant le juge de compte. Chaque année, le comptable envoie sa situation de gestion au plus tard au mois de juin. Par exemple, en fin juin 2024, tous les comptables publics doivent envoyer le rapport de gestion à la Cour des comptes concernant l'année 2023. Ça, c'est une obligation de la loi. Tous les comptables doivent y déférer. L'ordonnateur, lui, il n'envoie pas son rapport, son compte administratif. Lui, il produit un compte administratif. Il ne l'envoie pas à la Cour des comptes. Mais ses fautes, s'il commet des fautes, il est jugé par une juridiction au sein de la Cour des comptes qu'on appelle la CDBF, la Chambre de discipline budgétaire et financière. L'acronyme ELOP. ELOP, ce sont les 4 phases de la dépense. Le E, c'est l'engagement. Le L, c'est liquidation. Le O, c'est l'ordonnancement. Et le P, c'est le paiement. Ce sont les 4 phases de la dépense. L'ordonnateur assure les 3 phases. Les 3 phases de la dépense. Ceux qui ont fait certificat d'administration scolaire ont vu cet aspect-là en droit budgétaire. Il procède à l'engagement de la dépense, procède à la liquidation et à l'ordonnancement. L'ordonnancement, c'est le fait pour l'ordonnateur de demander au comptable de payer. Donc, il y a la séparation des fonctions d'ordonnateur et de comptable. En France, de plus en plus, cette séparation tend à disparaître et regrouper les 2 fonctions pour faire des ordonnateurs en même temps des comptables publics. Au Sénégal, ce n'est pas le cas. Et il faut maintenir, moi de mon avis, il faut maintenir cette séparation des fonctions. L'ordonnateur n'a qu'à se limiter à la phase administrative de la dépense. Donc, il ne gère pas de l'argent. Son budget est théorique. Ce sont des crédits budgétaires qui lui sont affectés. Il dispose de lignes de crédit. Et s'il veut faire des dépenses, il passe par la procédure de l'engagement, de la liquidation et de l'ordonnancement, par lequel ordonnancement il demande au comptable de payer. Mais dans la phase administrative de la dépense, si l'ordonnateur commet des fautes, il est susceptible d'être attrait devant la Chambre de discipline budgétaire et financière. Donc, on peut lui infliger des amendes, comme parfois, au regard de la faute commise, la sanction peut déboucher à une sanction pénale, au-delà même des amendes. Alors, donc voilà, vous voyez, un chef d'établissement, un principal de collège, un proviseur de lycée, devenir ordonnateur de budget, devenir le directeur d'un établissement public local d'enseignement. Ça lui donne beaucoup de pouvoir et ça ouvre beaucoup d'opportunités pour l'école. C'est la raison pour laquelle j'ai introduit cette question. Donc, pour approfondir, je vais vous envoyer une fiche
pour que vous voyez, par exemple, s'agissant même des organes, quels sont les organes de l'établissement? Il y a le conseil d'administration, il y a le comité pédagogique, etc., etc. Il y a des instances délibérantes sur lesquelles s'appuie l'établissement pour fonctionner. Ouais. Je vous enverrai cette fiche à cet égard pour vous permettre de voir comment est constitué l'établissement public local d'enseignement. J'ai abordé cette question parce que quand je faisais mon stage, de l'ENA, je l'avais fait à la Chambre régionale de compte de Metz. Hein. On m'a dit qu'on dit Metz, c'est mon premier jour. Je dis Metz alors que le T ne se prononce pas. On dit Metz. Hein. J'avais fait mon stage à la Chambre régionale des comptes de Metz. C'est une sorte de cour des comptes local. Hein. Je pense que même Macky Sall, hein, en 2012, lorsqu'il venait d'accéder au pouvoir, il avait le projet de créer au Sénégal des chambres régionales de comptes. Ce sont des chambres qui seraient dépendants de la Cour des comptes au niveau régional et qui exerceraient des contrôles au même titre que la Cour des comptes. Je pense que ça, c'était un excellent projet qui devrait assurer une bonne garde de l'argent public et une bonne utilisation de l'argent public si la Cour des comptes avait des pendants au niveau régional qui seraient à proximité des établissements publics, des entreprises publiques pour les contrôler. Mais Macky Sall a très vite abandonné ce projet. Et il serait heureux que les tenants de ce nouveau régime exhument ce projet. C'est un excellent projet. En France, par exemple, il y a 15 chambres régionales de compte. 14 plutôt. Chambres régionales et territoriales de compte. 14. Il y a à leur tête la Cour des comptes qui est au niveau central. Moi, j'ai fait mon stage à la Chambre régionale de compte de Metz. Et parmi les missions qui m'étaient confiées à l'époque, c'était le contrôle des actes budgétaires des collectivités territoriales. Mais j'ai eu à contrôler des actes budgétaires d'un établissement public local d'enseignement, qui était un collège. J'ai eu à participer à ce contrôle-là. C'est pourquoi je me suis dit que si cela avait été institué au Sénégal, ça ouvrirait beaucoup d'opportunités au collège et au lycée, en matière de responsabilité, en matière de financement. C'est pourquoi j'ai posé cette question-là. Enjeux et atouts de la mutation des collèges et lycées du Sénégal en EPLE. Alors, donc c'est ça que j'avais à dire. J'ouvre la réflexion avant d'aborder, si vous voulez, d'autres points du cours ou de s'arrêter aujourd'hui sur ce point précis. Alors, si vous voulez, je peux développer un peu sur les enjeux et les atouts de la mutation des collèges et lycées du Sénégal en EPLE. Vous savez, quand vous êtes ordonnateur d'un budget, vous avez la possibilité de signer des baux. Signer des baux. Ça, vous pouvez signer des contrats en matière d'infrastructure, des contrats d'emprunt. Parfois, il vous est loisible de contracter des prêts auprès des banques si on ne vous l'interdit pas. Parfois, il est explicitement noté dans les décrets ou dans les lois, mais principalement dans les décrets portant règles d'organisation et de fonctionnement d'un établissement public. Parfois, on note explicitement qu'il est interdit à cet établissement de contracter des prêts, de faire des emprunts. Mais c'est rare, hein? C'est dans des situations très particulières. Moi, je me rappelle quand je venais d'intégrer la Poste en 2004, à l'époque, c'était Mamadou Thior qui était le DG. Quand il venait d'être nommé à la suite d'un soubresaut syndical, il nous avait dit à l'époque que dans sa lettre de mission, l'État lui a interdit de contracter des prêts. Donc, c'est une note explicite du président de la République qui suspendait les prêts. La Poste est bien autorisée à faire des prêts, mais à l'époque, ce n'était pas autorisé, c'était une suspension provisoire, parce que c'était dû à une situation particulière. On devait gérer se nourrir de nos propres ressources pour fonctionner. Donc, parfois, un chef d'établissement, un directeur d'établissement public local d'enseignement peut signer des contrats, il est ordonnateur de budget. Ensuite, il peut même être éligible, il peut rendre éligible son établissement à un contrat de partenariat. J'ai vu que beaucoup d'entre vous ont évoqué
les PPP dans le devoir que je vous ai soumis. C'est excellent. Si vous êtes ordonnateur de budget, vous avez la possibilité d'être éligible au PPP. C'est-à-dire que vous êtes ce qu'on appelle une autorité contractante. Ce mot, vous l'entendez souvent, de l'ARCOP, de l'autorité de régulation de la commande publique. À l'époque, dans une époque récente, c'était l'ARMP, autorité de régulation des marchés publics. Maintenant, ça a été changé par ARCOP, autorité de régulation de la commande publique. Et il y a tout un arsenal de textes au Sénégal qui ont été modifiés en 2022, en décembre 2022. Modification complète, n'est-ce pas, des textes réglementaires relatifs au marché public. Donc, vous êtes donc une autorité contractante si vous êtes directeur d'un EPLE. Et à cet égard, vous êtes soumis aux règles de marché public. C'est-à-dire que selon un certain niveau de budget, vous êtes contrôlé chaque année par l'ARCOP. Si vous n'atteignez pas un certain montant, on vous contrôle occasionnellement. L'ARCOP vous contrôle occasionnellement. Mais ce que je veux dire, c'est que, comme vous êtes une autorité contractante, vous pouvez valablement signer un contrat PPP, un contrat de partenariat. Vous êtes principal de collège ou proviseur de lycée, excusez-moi de la redondance, vous pouvez valablement identifier un partenaire qui vous propose de vous construire un bâtiment scolaire. Un bâtiment scolaire qui pourrait comporter par une vingtaine de salles de classe à raison de 60 places par salle. Ça, c'est extraordinaire. Et le partenaire demande, si vous voulez, à être payé selon des modalités convenues, sur les droits d'inscription, sur certains frais. En tout cas, on le rémunère sur les prestations issues de ce bâtiment-là. Donc, si vous êtes autorité contractante, vous pouvez valablement soumettre ce projet PPP à l'autorité qui gère ces types de contrats-là. Donc, c'est une grande possibilité pour l'école d'avoir de bonnes infrastructures, d'introduire au sein de l'école de nouveaux partenaires. Vous voyez. Donc, ça ouvre beaucoup de perspectives aux écoles. Et ça donne beaucoup de responsabilités, en tout cas aux chefs d'établissement, qui auraient un statut de directeur d'établissement public. D'autant que ceux-ci, si vous voulez, s'agissant des proviseurs, sont des fonctionnaires qui sont à la haute hiérarchie, à la hiérarchie A1. Vous voyez. Donc, c'est la perspective que je voulais ouvrir pour vous amener à mener une réflexion sur la mutation des écoles, notamment des collèges et lycées du Sénégal, en établissement public d'enseignement, établissement public local d'enseignement. Voilà, je vous donne la parole. Professeur, n'oubliez pas de nous envoyer les documents. Lesquels? Pression des lois d'habilitation. Ngom. C'est pas bon. C'est Ngom, hein? Ngom, oui. Le risque est de subir ce qu'on appelle une invasion documentaire. Vous avez beaucoup de documents de finances publiques. Vous les lisez tous, vous retenez beaucoup de choses. Mais il est important, quand vous le lisez, de retenir une bonne structuration. Une bonne structuration. Et ces livres-là de Djoukhane, très sincèrement, sont très bien élaborés, avec beaucoup d'esprit de méthode. Vous voyez? Donc, c'est facile à lire, c'est bien structuré. Vous saurez tout ce que vous devez savoir, par exemple, du budget de l'État. Comment le budget de l'État est élaboré, il est exécuté, comment il est contrôlé. De la même manière que le budget des collectivités territoriales, dans son livre Finances locales. Et dans une moindre mesure, peut-être pour ceux qui préparent la Cour des comptes, le livre qui parle de des juridictions financières dans l'UEMOA, qui parle précisément de la Cour des comptes du Sénégal. D'un établissement public local d'enseignement. Voilà. Badji, allez-y. Professeur, à propos de
du Premier ministre, des pouvoirs du Premier ministre, que le nouveau régime voudrait quand même élargir. Je pense que personnellement, il faudrait quand même une réforme constitutionnelle, que le Premier ministre soit un élu, qui ne soit pas quelqu'un de nommé. Parce que je vois un paradoxe, que quelqu'un qui est nommé puisse être un contre-pouvoir de celui-là qui a fait l'objet d'une élection, d'un choix citoyen. Donc, pourquoi je le dis? S'il y a choc entre les deux, il y aura remise en cause du choix du peuple, d'autant plus que le président a été élu et le Premier ministre a été nommé. Donc, si on veut augmenter les pouvoirs du Premier ministre, faudrait-il pas quand même penser à modifier son choix, que le choix soit un choix par vote, que ça ne soit pas un choix par comme on le fait. Voilà, qu'il soit élu et non pas nommé. C'est risqué, hein? Ça risque pas de créer un bicéphalisme, hein? Un bicéphalisme. C'est-à-dire que deux élus qui sont à la tête de l'État et qui gouvernent. Augmenter les pouvoirs de quelqu'un qui a été nommé, s'il complique la tâche du président, c'est là où je veux en venir. Non, je ne sais pas si vous parlez au regard du contexte actuel dont on parle. Moi, je vais vous dire mon avis, hein. Moi, je ne vois pas quelque chose d'exceptionnel que le Premier ministre actuel fait et qui relèverait d'un excès de pouvoir, qui relèverait ou bien qui montrerait qu'il dépasserait, qu'il serait au-delà des pouvoirs qui lui sont attribués. C'est qu'en fait, on avait toujours l'habitude d'avoir des premiers ministres écrasés par le président de la République, des premiers ministres valets, qui étaient sous l'ombre du président de la République, qui lui demandaient de faire ceci, faites cela, qui le biberonnaient. Et la façon de fonctionner du Premier ministre a mis fin à ce mode de fonctionnement du Premier ministre. Mais je ne vois pas quelque chose qu'il fait qui soit au-delà de ses pouvoirs. Chose qu'on a soulignée récemment, c'est le fait qu'il reçoit des diplomates. Il reçoit des diplomates. Je pense qu'il y a un recours qui a été formé par un collectif qui dénonçait le fait que le Premier ministre exerçait des pouvoirs trop régaliens, des pouvoirs qui ne devraient pas être des pouvoirs partagés, qui sont exclusivement dévolus au président de la République, notamment relatifs à la diplomatie. Et eux, ils avaient indexé le fait que le Premier ministre reçoit des diplomates. Je pense qu'il y a une réponse qui a été servie. La réponse qui a été servie, c'est que dans certains pays, dans les pays, notamment qui rendent des visites au Sénégal, nos diplomates sont reçus par le Premier ministre. Ils ne sont pas reçus par le président de la République qui gère la diplomatie. Si vous allez en France, par exemple, c'est comme au Sénégal. La diplomatie relève du pouvoir régalien, du pouvoir exclusif du président de la République, comme la défense. Mais nos diplomates, quand ils rendent visite, quand ils font des visites de travail ou des visites étatiques dans ces pays-là, ils sont reçus par le Premier ministre. Et les tenants du régime actuel ont voulu faire du parallélisme des formes pour un peu nous donner plus de dignité. Donner plus de dignité à notre président de la République, qui serait d'égale dignité au président de la République des autres pays, dont le président de la République ne reçoivent pas nos diplomates, mais ce sont leurs premiers ministres qui reçoivent nos diplomates. Je pense que c'est juste ce qu'ils voulaient faire montrer, hein, nous donner plus de dignité. Mais ce n'est pas l'exercice d'un pouvoir diplomatique. D'accord. Ce n'est pas l'exercice d'un pouvoir diplomatique. Mais moi, je maintiens que le premier doit être nommé par le président de la République, auprès duquel il est responsable. Il coordonne la politique, il l'exécute, mais il est responsable simultanément devant le président de la République qu'il a nommé et devant le Parlement. Mais élire un premier ministre, bon, ça me paraît extrêmement complexe comme choix politique, hein.